Eh ben, je vais vous parler un petit peu de souveraineté dans le contexte du cloud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. J'ai le plaisir de diriger une entreprise qui s'appelle Clever Cloud, qui, depuis plus de 10 ans, fournit du logiciel et de l'infrastructure dans le cloud computing, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai également le plaisir d'être coprésident de l'Open Internet Project, qui est une association qui tente de faire respecter le marché libre et la concurrence ainsi que la privacy sur Internet et notamment pour les citoyens européens. Et puis bon, j'ai fait deux, trois autres trucs pour ceux qui suivent le qui je suis. C'est moi qui ai le pseudo imprononçable sur Twitter, là, le truc avec des W, des Z et des X, comme tout bon gamer qui se respecte. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet-là? C'est un sujet qui est important, mais qui est compliqué à délivrer. Et donc, c'est pour ça que je vais essayer de l'aborder sur plusieurs angles, qui sont des angles économiques, stratégiques, et après d'action et de postulats politiques. Le premier point, c'est que si on prend le cloud computing comme un marché, il faut le résumer à une chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, c'est quoi? C'est bah, d'abord du building, donc le côté data center, c'est un bâtiment. Dans ce bâtiment, il y a des clims, ce qui sont des installations industrielles, il y a de la gestion du courant et de l'électricité. L'autre partie du sujet, c'est de l'électricité en elle-même. Il faut fournir de l'électricité au data center. Après, il y a tout ce qui sont les gens qui sont dans le data center, qui sont les personnes humaines qui font les choses. Il y a le hardware. Donc ça, c'est des serveurs, des routeurs, des systèmes de stockage comme des tapes. Ça, ce système-là, c'est également un marché particulier. Et après, vous avez le software. Si on se focus 2 secondes sur cette notion de marché, on va dire qu'on parle ici d'hébergement. Et là, j'exclus volontairement de mon analyse la notion de software as a service. En clair, Gmail, Google Drive, Dropbox, Office 365. Je me concentre plutôt sur infrastructure et plateforme as a service, qui sont vraiment les gens qui travaillent sur l'hébergement, même si on pourrait parler assez fortement en fait de choses également sur le SaaS, parce que ça peut s'analyser. Ce qui est important à comprendre, c'est que quand on achète des trucs pour constituer une infrastructure telle qu'un data center, en général, on va amortir de façon comptable nos investissements dans le temps. C'est-à-dire en combien de temps on décide de les rentabiliser. Bon, globalement, le bâtiment, on va le rentabiliser en 15 ans. Les trucs industriels qui permettent de faire du froid et de redresser l'électricité globalement en 10. Le système réseau en général en 5. Les serveurs en 3. Bon, à peu près autant de choses. Et après se pose la question, et le software? En fait, le software, on lui met toujours une valeur d'amortissement comptable, sauf qu'en fait, ça rapporte de l'argent pour toujours. Parce que le software ne s'use pas, en fait. Le software, il a quelque chose de très beau, c'est qu'il se copie. C'est cette fameuse valeur du logiciel qui grandit. Et en fait, le software a cassé l'économie. Pourquoi? Parce que le software fait quelque chose qui n'existe pas. Il fait une valeur. En fait, il permet au capital d'avoir une valeur qui augmente dans le temps. En fait, le retour sur le capital baisse toujours dans le temps. Je m'explique. Si vous construisez une usine à un endroit, plus vous mettez de capital dedans, plus à un moment, vous pouvez acheter le meilleur matos, vous pouvez embaucher les meilleures personnes qui bossent dedans, vous allez vous mettre à ne plus pouvoir mettre plus de machines qui vont produire plus sur le même territoire, vous n'allez plus pouvoir embaucher que les ouvriers les plus compétents, vous allez vous mettre à embaucher des gens moins compétents. C'est ce que Marx, en analyse, c'est ça, appelle le retour décroissant du capital. C'est-à-dire que le capital rapporte de moins en moins d'argent dans le temps. En logiciel, c'est le contraire. En fait, le logiciel rapporte de plus en plus dans le temps. Et donc, en fait, ça a cassé le modèle économique dans lequel on était. Ça, c'est la courbe de la valorisation du Nasdaq. Donc, le Nasdaq, c'était conçu comme étant la chambre d'accueil du New York Stock Exchange, c'est-à-dire les grosses boîtes. Aujourd'hui, de facto, le Nasdaq, c'est là où vous allez trouver toutes les valeurs technologiques et qui conservent les valeurs technologiques au sein du système. Et là, de 2005 à 2021, vous voyez très bien la valeur du Nasdaq qui s'envole, qui suit une courbe qu'on pourrait qualifier d'exponentielle,
avec une valorisation des entreprises cotées dans le Nasdaq qui donc s'envole. Ce qui, si on regarde l'ère des géants, donc on prend les plus grosses cotations boursières mondiales en 2005 et en 2021. D'abord, ce qui est important, c'est de comparer la taille de ces plus grosses compétitions boursières. C'est-à-dire que Apple, à lui tout seul, aujourd'hui, vaut autant que les plus grosses cotations boursières de 2005 réunies. Donc, c'est quand même déjà, regardez le truc. Et ensuite, en cotation boursière en 2005, vous avez General Electric, ExxonMobil, Microsoft, Citigroup, BP, Walmart. C'est-à-dire que vous aviez du conglomérat, de la finance, du pétrole énergie, de la grande distrib, un peu de tout. Et maintenant, on prend 2021. Apple, Microsoft, Saudi Aramco, petite exception de notre classement, vous avez du pétrole à ce niveau-là. Amazon, Alphabet, donc Google, Facebook, Tencent et Tesla, qu'on va quand même considérer comme étant une boîte plus ou moins venue de la tech. Hein. Et donc, en fait, toutes les boîtes qui ont pris la place aujourd'hui dans le Nasdaq des cotations sont des boîtes issues de la tech, de A à Z. Et en plus, avec une valorisation complètement délirante. Juste pour que vous vous mettiez, vous aviez nos amis du Nasdaq ici, regardons la valorisation du CAC 40 sur la même période. On est flat. C'est-à-dire que de 2005 à 2021, vous voyez très bien qu'on n'est pas totalement flat, mais on n'est pas loin de ne pas avoir eu de croissance. Et mieux, regardons pendant ce temps-là notre balance commerciale. La balance commerciale, c'est globalement la quantité d'argent qu'on dépense ou qu'on achète sur le territoire. Donc en vert, vous avez nos exportations en France. En rouge, vous avez nos importations. On voit qu'aux alentours de 2005 à peu près, nos importations dépassent nos exportations. Et on voit ensuite le solde, donc en gris annuel, qui du coup devient tous les ans, en fait, un sujet comme ça où on perd tous les ans dans notre solde commercial sur les autres. Ce que je veux bien fixer là d'un point de vue économique, c'est que le logiciel, c'est une révolution industrielle de la prestation intellectuelle. En clair, ce qui s'est passé, c'est qu'au 19e siècle, on avait inventé le moteur, notamment le moteur à vapeur, et le moteur à vapeur a permis de mécaniser le muscle humain. Aujourd'hui, on mécanise le cerveau humain. Et c'est pour ça que c'est un phénomène comparable à la révolution industrielle, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Et maintenant, qu'est-ce qui nous a permis de devenir riches en tant que pays développé? C'est la révolution industrielle par le moteur. C'est pour ça que posséder le logiciel qui aujourd'hui a un retour positif systématique sur le capital est systématiquement important en fait. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire si on parle juste du business du cloud? Ce que ça veut dire, si on parle du business du cloud, c'est ça. Là, vous avez d'un côté la tarification d'Amazon Lambda, qui est très compliquée. Vous avez un nombre de demandes et du prix à la gigoseconde, etc. Et de l'autre côté, je vous ai mis les prix, non pas des serveurs dédiés, parce que sinon c'est ridicule, mais déjà du cloud de chez OVH. Et quand on compare rapidement les deux, je vous ai fait le bénéfice de ne pas compter le millier de requêtes sur Lambda, mais uniquement de compter leurs ressources, on est déjà à 1 x 6. En réalité, vous rajoutez les milliers de requêtes, on est à peu près à x 8. Donc de là, soit vous considérez qu'Amazon est 8 fois plus cher qu'OVH à ce niveau-là, parce qu'ils sont nuls à chier à acheter des ressources, et vu qu'ils viennent de la grande distrib, je vous laisse tous vous marrer sur cette hypothèse-là, soit ce que vous allez acheter quand vous achetez du Amazon, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous achetez quand vous achetez du Amazon? Vous achetez du logiciel. C'est là que c'est très important. Ce que vous achetez, ce n'est pas du hard, c'est du soft. Et du coup, il faut bien comprendre que si on le positionne maintenant sur la chaîne de valeur que je vous donnais tout à l'heure de l'investissement dans le cloud computing et qu'on regarde, on tombe sur une cloud business où du coup, vous avez, attendez, je suis désolé, vous avez une value chain où en fait, on peut mettre le data center, l'électricité et le jaune, tout ce qui est RH et que consumption. Le hardware, on va mettre que c'est du power, et le soft, on va le mettre ça. Quand vous parlez aux décideurs français moyens, la répartition qu'ils ont dans leur tête de la valorisation, elle est là. Sauf que la réalité, c'est que la répartition réelle de la valorisation, elle est là. Et donc, en fait, quand on vous dit, c'est génial, le cloud souverain, on va prendre du software américain qu'on va mettre sur de l'infrastructure française pour faire ça, et donc on s'en fout,
La réalité, c'est qu'on fait ça. Et donc, on est en train de s'hypothéquer. Et maintenant, parlons du cloud. Le cloud, avant, c'était des virtual machines et c'était globalement des VPS fournis avec très peu d'intelligence. Mais de plus en plus, ce qu'on va fournir, c'est des systèmes de big data, c'est du lambda, c'est de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire que la répartition entre le logiciel et sa valeur ajoutée et le reste va continuer à s'inverser en faveur du logiciel. En fait, le cloud computing, c'est du soft. Il faut arrêter de penser que le cloud computing est de l'infrastructure. C'est du logiciel. J'ai envie de vous dire que par ailleurs, si on définit l'ensemble des activités économiques mondiales, le logiciel est en train de prendre la place prépondérante dans la plupart des business. Il y a un mec qui s'appelle Andreessen Horowitz qui a dit « Software is eating the world ». Il ne l'a pas dit l'an dernier, hein, il l'a dit il y a 15 ans. Et il a d'autant plus raison. C'est-à-dire que vous allez trouver du logiciel aujourd'hui à tous les niveaux, du financement, à tous les niveaux des activités humaines. Et c'est ça qui fera la valeur ajoutée. Que l'on parle d'une usine 4.0 avec cette capacité de vision de production automatisée avec moins d'ouvriers, ou que l'on soit en train de parler de valeur ajoutée, même un truc comme Uber est aujourd'hui un truc qui est construit autour de l'idée d'avoir du logiciel partout. Donc en fait, ce qui est important dans le software is eating the world, c'est oui, il y a du logiciel partout. Et en clair, bah, quand on prend cette value chain, posons-nous la question. Qu'est-ce qui, dans cette value chain, est facile à faire en Europe? Bah, data center, on va le faire en Europe. Produire de l'électricité, produire du béton, tout ça, on sait faire. Par contre, le cooling, le power management, ces grosses infrastructures-là, bah, ça va plutôt être allemand. C'est de la grosse industrie. Bon, l'électricité, en France, on est très bon, on fait du nuc. Tant qu'on fait du nuc, on est bon. Hardware, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, nous, on fait des projets pour relocaliser de la production hardware, mais ce n'est pas facile. Et le soft. Et comme le cloud computing, c'est du soft, est-ce qu'on est bon en soft? La totalité des acteurs mondiaux nous piquent nos développeurs. Bien sûr qu'on est bon en soft. Enfin, encore une fois, il faut arrêter de délirer. Si toutes les GAFAM posent des centres de R&D européens, ce n'est pas parce qu'on est mauvais en logiciel. Au contraire, on est excellent en logiciel. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser au maximum le logiciel. Et maintenant, on va parler 2 secondes du market. Savoir si c'est important d'un point de vue market de le faire. Aujourd'hui, on me dit que le cloud computing, on a perdu la guerre. Bah, regardons le marché. Ça, c'est une première étude, c'est une étude de chez Marques, non? Qui te dit que, non, c'est Foster, qui te dit que le cloud computing, on en est à 27% aujourd'hui de ce que sera le marché en 2028. Donc, c'est un marché qui va grossir déjà tellement qu'on est tranquille. Prenons une autre étude, ils te disent que c'est une croissance de 20% annuelle de la totalité du marché du cloud computing. Où ça, c'est une autre market statistique qui vient de Market Research qui te dit qu'on a 20% de ce qu'on va dépenser en 2030 qui est dépensé aujourd'hui. Autrement dit, c'est un marché qui n'existe pas. C'est un assez en bleu. Donc quand on me dit qu'on a perdu la guerre, mais non, on n'a pas perdu la guerre, elle n'a pas eu lieu. Si vous voulez être sûr de perdre la guerre, n'allez pas sur le marché. Ça, c'est sûr, si on ne se pointe pas sur le champ de bataille, on ne va pas gagner cette guerre. Par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, des gens très forts en lobbying, que ce soit des gros Américains, les GAFAM, ou que ce soit des Asiatiques, les Batix, aujourd'hui nous disent, oui, mais en Europe, vous ne savez pas faire. Mais on sait parfaitement faire. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que comme je vous l'ai expliqué, tout le business du futur va reposer sur de la data et du logiciel. Et donc, du coup, c'est hyper important parce que ça veut dire qu'il y a une part de tout ce qui va se créer comme business au futur, une part de la valeur ajoutée qui partira dans le cloud systématiquement. Donc, si on ne prend pas cette part de la valeur ajoutée, ça veut dire qu'on a une espèce de taxe à chaque fois d'importation, quoi qu'on fasse comme business. Parlons des taxes. La totalité des acteurs dont on parle, que ce soit les GAFAM ou soit les Batix, font de l'optimisation fiscale, qui est parfaitement légale. Je ne suis pas là pour juger ça. Néanmoins, à un moment donné, aujourd'hui, c'est quand même des gens qui ne payent pas leurs impôts à leur juste valeur. Alors même que je vous rappelle que c'est ça qui permet de fonctionner. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet à Amazon de fonctionner? Le câble qui a été passé par France Télécom et qu'on utilise tous et qui a été payé par l'impôt des Français, les routes qui permettent les livraisons, qui ont été payées par les impôts des Français et qui sont toujours payées par les impôts des Français. Aujourd'hui, on finance la croissance de ces gens. Et pourtant, ils ne payent pas leurs taxes. C'est pour ça que c'est important que ce soit nos boîtes qui payent nos taxes en interne. Ensuite, je vais peut-être dire un truc très étrange, mais c'est l'exception culturelle. Le logiciel, ça n'est jamais qu'une façon d'exprimer
la façon dont on modélise les choses. La peinture que je vous ai mis, c'est quelqu'un qui s'appelle Tocqueville. Tocqueville, il a écrit un bouquin absolument fantastique qui s'appelle De la démocratie en Amérique. Et dans la démocratie en Amérique, il vous explique bien, cette personne-là, que la façon de concevoir la société américaine et la nôtre n'est pas du tout la même. Et donc, à un moment donné, il me paraît pertinent de poser sincèrement la question, de dire, OK, comment est-ce qu'on conçoit les choses? Aujourd'hui, on a un énorme problème avec les réseaux sociaux qui sont une construction américaine, avec un point de vue très anglo-saxon de comment on construit la société, qui, posé sur notre culture à nous, latine, pose un énorme problème de gestion. Et on l'a vu encore pendant la crise, la désinformation, le fait que les gens s'enferment dans des bulles de communication et s'engueulent très fort, est un problème directement lié de ça. Donc la loi et la culture, via le logiciel, nous est imposée et aujourd'hui, ça ne nous permet pas d'être simple dans notre approche. Puis après, on va parler de spying. Je ne veux pas être désagréable, mais on a des alliés américains et ce sont nos alliés. Mais il y a quelques mois, on a une petite histoire de sous-marin avec l'Australie. Vous vous rappelez quand Alstom a été racheté sur des informations confidentielles qui étaient hébergées précisément par Microsoft, sur une histoire par ailleurs assez compliquée d'application des lois fédérales américaines qui s'appliquaient en extraterritorial parce qu'une transaction avait été faite en dollars. Enfin, l'espionnage industriel, il existe. Enfin, c'est pas un truc de complotiste de dire que l'espionnage industriel existe. Et j'ai envie de vous dire, les mecs de la NSA font très bien leur boulot. Moi, je ne suis pas choqué par le fait qu'ils fassent bien leur boulot. Je suis un peu choqué des fois par l'angélisme dont on fait preuve en France. Oui, l'espionnage existe. Et donc, il faut une capacité d'autonomie stratégique. Et là, je vous parle d'un truc qui est avant 2005, donc avant mes graphiques économiques, qui est la guerre en Irak. Aujourd'hui, est-ce que si les États-Unis nous disent très bien, on vous coupe Google, on est capable de dire nous, on ne vous suivra pas dans une guerre? Avoir des alliés, ça ne veut pas dire se lier définitivement à des gens et ne plus être capable d'autonomie stratégique. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à noter. Et ensuite, il y a les talents. Les talents, c'est quoi? C'est que quand on ne fait plus quelque chose, on ne sait plus le faire. Et à force de plus savoir faire quelque chose, on devient dépendant. Vous vous rappelez de la crise Covid où on ne sait plus faire de masques en France? Franchement, vous voulez qu'on parle de la désindustrialisation et du fait qu'on ne sait plus faire certains métiers juste parce qu'on a perdu les talents? Si on oblitère complètement un marché, en fait, on ne sait plus faire. Et ça, c'est dramatique pour notre développement. Bon, et puis après, on pourra parler de compétition libre ou au moins loyale. Moi, je ne comprends pas comment on peut se dire qu'aujourd'hui, on a une compétition acceptable en France sur certains sujets. Quand dans un deal qui est fait, qui est signé avec une startup où on leur offre des crédits, Google rappelle et non seulement leur offre les crédits, mais paye une boîte de services pour développer leurs produits, ça prouve bien une chose. La volonté de Google est d'avoir tout le marché. Et ils sont prêts à perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour juste étouffer le marché. Et ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je veux bien qu'on dise, très bien, on fait tous du capitalisme et du libre-échange. Mais la situation la pire, c'est les situations monopolistiques. Et aujourd'hui, on est en train de se créer un triopole dans le cloud computing qui va enfermer le consommateur dans une situation monopolistique où il n'aura pas de choix. Donc, d'où est-ce qu'on est maintenant pour dire, OK, on va construire d'autres solutions et sortir de ce carcan? La première chose, c'est qu'il faut construire des produits. Moi, j'invite tous les développeurs à imaginer de nouvelles solutions, à construire de nouvelles solutions, de nouveaux produits qui leur permettent en fait de créer des choses variables qui n'existent pas déjà sur le territoire, mais qui n'existent pas dans le marché. C'est pas en clonant les produits des Américains qu'on fait des choses bien, c'est en créant quelque chose de différent. Clever Cloud, c'est pas un clone d'AWS. C'est un truc qui fait mieux que AWS sur les segments qu'on a choisis. Très sincèrement, je le pense, et c'est ce que disent mes clients. Parce qu'en fait, on a fait quelque chose de propre. Il faut faire des solutions basées sur de la recherche. Ça ne sert à rien de se dire on va créer des solutions en prenant un couteau, une fourchette et en mettant du gaffeur. Il faut faire des solutions qui donnent envie, dans lesquelles on a investi sur de la technologie. Ce qui est important, c'est d'investir sur des technos qui donnent envie de l'utiliser. Tesla
La raison de la valorisation de Tesla, c'est pas juste la hype, c'est qu'ils sont leur propre équipementier. Et ils sont leur propre équipementier parce qu'ils construisent leur propre moteur. Ils construisent leur propre moteur parce qu'ils ont investi dans la meilleure usine capable de fabriquer les meilleurs aimants pour leur use case, pour construire des moteurs électriques brushless de haute capacité. Ils ont investi dans leur capacité à produire leurs propres batteries. Quand on dit qu'il faut investir dans de la technologie, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas juste en train de faire des marketplaces, on n'est pas juste en train de faire des cycles courts, on doit faire des constructions longues. Et ça, c'est un problème aussi de notre loi sur l'investissement aujourd'hui. C'est un problème, c'est que notre loi, elle est basée sur des fonds d'investissement sur 10 ans. Et en fait, 10 ans, c'est court. Aujourd'hui, je pense qu'il faut sincèrement qu'on réforme le cycle d'investissement que nous avons, parce que notre cycle d'investissement mène à des investissements short terme, là où les investissements technologiques sont risqués et long terme. Il y a un autre truc. Si on prend tous les fondateurs de tous les GAFAM, Larry Page, Bill Gates, Sergey Brin, Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, tous ces gens-là ont un point commun. Ce sont des ingénieurs. Ce sont des techs, ce sont des gens qui s'intéressent à la tech et ils construisent des boîtes de tech. Ils ne construisent pas des machines à vendre, ils construisent des machines à produire de l'argent. Et maintenant, quand on regarde qui sont les gens qui créent des boîtes en France ou qui ont de l'investissement, ce sont des gens qui sortent d'écoles de commerce. Je pense qu'en France, on a un biais fondamental qui est qu'on n'écoute pas nos ingénieurs. On a plein d'ingénieurs d'une grande capacité, mais en vrai, quand vous êtes ingénieur en France, obtenir de la confiance et du financement, c'est quasiment impossible. Et je veux convoquer l'histoire à ce niveau-là. Je veux convoquer l'histoire parce que ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Dans les années 70, au sein du plan calcul, on avait une équipe menée par un mec qui s'appelle Louis Pouzin, qui a aujourd'hui 90 balais, qui avait créé un truc qui s'appelait Cyclade. Cyclade, ça a inventé un pattern qu'on appelle le datagramme, qui est la façon dont tout Internet fonctionne par rapport au virtual security. Et vous savez quoi? On a sagouiné Cyclade en France. Je vous ai mis un reportage, là, le lien d'un reportage qui s'appelle « Les Français qui n'ont pas inventé Internet ». En France, on a inventé les concepts technologiques sous-jacents au fonctionnement d'Internet et on les a flingués pour des raisons de mauvaises décisions parce qu'on n'écoute pas nos ingénieurs. Et donc, depuis les années 70, c'est la même histoire. Est-ce que parfois, quand il faut prendre une décision technique, on pourrait écouter les ingénieurs qui sont derrière? Parce qu'en fait, une décision technique, elle se prend sur des bases techniques une fois de temps en temps. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'il faut que les ingénieurs aussi intellectualisent, c'est demander à être écoutés parfois, parce qu'aujourd'hui, la plupart des ingénieurs, ils n'ont même plus confiance en ça. Après, pour réussir à faire triompher les choses, il faut créer des mégalopoles. Il y a 600 services dans AWS aujourd'hui. Il faut packager les solutions ensemble. Un des problèmes européens, c'est qu'on veut tous être le chef de notre village. Clever Cloud, c'est une technologie qu'on fournit au-dessus d'OVH, qu'on a proposé à la totalité des fournisseurs, Etzner, Scaleway, etc., comme pouvant se mettre en marque blanche chez eux. Parce que nous, on pense que ce qui est important, c'est de packager les solutions pour fournir des catalogues larges et de collaborer. Parce que la collaboration, ça fonctionne. Aujourd'hui, un tiers du bénéfice d'Apple, c'est un contrat qu'il a avec Google pour que Google soit le seul prestataire de recherche sur iOS. Donc, vous voyez, ces boîtes qui sont autant concurrentes les unes avec les autres, elles collaborent quand même. Et c'est un problème de culture de la collaboration qu'on a ici. Là-dessus, je voudrais vous inviter à utiliser ou au moins à tester les solutions européennes. Vous avez besoin de mail, testez les solutions européennes. Vous avez des choses comme Mailo, vous avez j'ai oublié le nom des Suisses qui font aussi du chiffrement là-dessus. Vous avez des choses comme Twirl, produites en France. Vous avez des solutions européennes. En cloud computing, vous avez des solutions européennes. Je ne vous demande pas de les acheter, je vous demande de les tester. Parce qu'aujourd'hui, on est sorti avant même d'avoir eu la confiance de tester et de se dire pourquoi on utilise quelque chose ou non. Je ne vous demande pas d'acheter européen parce que c'est européen. Ce que je vous demande, c'est de systématiquement tester les solutions européennes pour essayer de construire des chaînes de valeur basées sur de la confiance, basées sur de l'hétérogénéité, d'être multi-cloud, de ne pas aller vous enfermer dans des solutions américaines. Je vous demande d'être fier d'être européen. Je vous demande d'être fier. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis disponible pour des questions si vous en avez.
Merci beaucoup, Quentin. C'était très clair et très inspirant. On n'est pas beaucoup sur le plateau parce qu'on est un peu tous Je à ne sais pas s'il y a distance. des questions prévues, je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si on va retrouver Benjamin. Non, Benjamin ne s'attendait pas à ce que je m'arrête. Hop. Mais si, en fait, j'avais commencé à reparler. Sans voir que je m'étais remis. Et je disais qu'on n'est pas Au beaucoup. plateau avec tout le monde à distance, mais je peux dire que tout le monde a été très attentif et que tu as fait mouche plus d'une fois sur la conférence et les propos. Alors, bah, tu vois, et d'ailleurs, dans le chat, les 3 premiers commentaires que j'ai, c'est franchement bravo et très, très, très intéressant. Donc, je pense que tu as reboosté un bon paquet de développeurs et d'ingénieurs qui étaient avec nous et qui se disent que bah oui, il faut aller sortir des solutions. Bah oui, avec grand plaisir. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais essayer d'accéder au chat en tant que participant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors moi, c'est à la fois une question et puis aussi peut-être un échange qu'on peut faire sur le sujet. Tout à l'heure, tu parlais de la balance commerciale. Alors, effectivement, je te rejoins sur tout ce que tu as dit et je viens compléter sur un autre domaine. Mais en fait, en la réalité, c'est le même problème. C'est la question du mix énergétique français. Aujourd'hui, c'est historique. En novembre dernier, la balance commerciale a atteint un déficit historique autour de 9,7 milliards d'euros. Parce que quasiment 30 à 40%, c'est la première fois qu'on importe autant d'énergie. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'exporter de l'énergie, on en importe. Ce qui crée une réelle difficulté pour nous. Parce que tu l'as dit, déjà que d'un point de vue solution logicielle, etc., on devient de plus en plus dépendant. Mais là, la question de la dépendance aussi, d'un point de vue énergétique, va se poser. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est en réalité le même problème que dans le numérique. C'est-à-dire que on a perdu nos ingénieurs, nos savoir-faire. On a très peu de recherches sur les. Je voyais en Russie, ils ont travaillé sur des petits réacteurs nucléaires. Nous, on est soi-disant le pays où on a 70% de notre production et là, pour le coup, on est complètement à la ramasse. Enfin, j'exagère un peu avec les termes, mais on est en retard. On a repris du retard parce qu'on n'a pas fait confiance en nos ingénieurs. C'est un peu le message. Je voyais le parallèle entre ce que tu disais et aussi la situation avec le mix énergétique français. Et pour être tout à fait sincère et pour suivre dans ce dossier-là, pour moi, l'autre problématique, c'est que quand on est premier dans un marché, il faut continuer à investir pour le rester. Et notamment sur le nucléaire, on est bon, du coup, on a arrêté d'investir. Résultat des courses, les autres vous dépassent, en fait. Et ça, c'est un sujet qui est hyper important, et notamment le nucléaire est un sujet qui, selon moi, est cœur également sur l'ingénierie. C'est que, en fait, on a les possibilités de revenir là-dessus, mais il faut réinvestir, et il faut réinvestir tout de suite, et il faut écouter les ingénieurs. Et il y a quelques temps, on a arrêté l'un des projets les plus enthousiasmants qu'on avait en nucléaire, qui est un projet qui permettait d'utiliser des déchets nucléaires comme combustible de seconde génération sur des nouveaux types de centrales. On l'a arrêté il y a 2 ans parce que le nucléaire c'est mal et machin, et ELV veut absolument arrêter tout ce qui est nucléaire pour des raisons que personnellement je ne comprends pas. Le point à ce moment-là est de dire comment est-ce qu'on refinance ce genre de dossier, sachant qu'on n'écoute jamais les ingénieurs. Donc là, il y a un sujet politique qui est écouter les ingénieurs. Tout à fait. Je regarde dans le chat si on a une nouvelle question. Alors, soit la question est très longue, mais je vois des gens taper, mais j'ai pas encore vu la question. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Moi, je me dis aussi, qu'est-ce qu'on peut donner un peu comme tips pour qu'un ingénieur, du coup, il ose se lancer? Parce que peut-être que justement, de cette habitude d'envoyer les gars d'école de commerce d'abord créer leur startup, on sait laisser un peu de côté. C'est quoi les tips qu'on peut donner à un développeur ou à un ingénieur pour oser se lancer maintenant? C'est commencer petit et puis ça va venir ou aller tenter Ouais, en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est pas gênant, en fait. Il faut démarrer ta boîte. Faut pas écouter les gens qui te disent, mais un ingénieur peut pas être le chef. Un ingénieur peut très bien diriger les choses.
Et il faut se rapprocher des autres ingénieurs en direction d'entreprise. Et c'est eux qui vont t'aider à te filer le réseau, en fait, aujourd'hui. Donc, notamment, s'il y a des ingés qui ont créé des boîtes et qui galèrent, il ne faut surtout pas hésiter à me caler un DM sur Twitter, je répondrai. Et on essaiera de trouver un moyen pour vous permettre d'avancer. Mais en fait, aujourd'hui, il faut tout simplement qu'on s'entraide. Ouais, ok. Alors, du coup, j'avais une remarque, une question dans le chat. C'est plus, ouais, c'est une innovation on retient pas mal le poids du software. Je pense que ça a été un peu criant et remis en lumière le poids du logiciel qu'on a tendance à sous-estimer. Mais du coup, comment faire pour lancer de nouveaux projets et tout sans les softs GAFA, comment on arrive à couper et lancer son propre truc sans à un moment s'appuyer dessus? Est-ce qu'il faut accepter les utiliser pendant un certain moment pour pouvoir ensuite s'en séparer? Non, je pense qu'il faut investir tout simplement aujourd'hui majoritairement dans ces sujets-là. Nous, on en a des softs et en vrai, des Européens qui ont inventé des logiciels dans le soft, dans les GAFAM, il y en a, dans le cloud, il y en a plein. On les rassemble au sein d'une association qui s'appelle Euclidia, qui est l'association des industries du cloud européenne, qui est du coup un syndicat sectoriel qui a des relations, pour être tout à fait transparent, avec l'OIP aussi. Et en fait, on a quasiment tout. Il manque de l'intégration, il manque de la colle, il manque de la facilité, il manque du groupement des offres parfois, parce qu'en fait, là, les offres sont des fois pas assez bundlisées avec le one-stop shop, c'est-à-dire la capacité à prendre toute la facturation sur l'un et faire des choses, et faire la facturation avec une seule boîte. Donc ça, c'est un truc qui est donné possible. Et donc, ce qu'il faut, c'est forcer à l'alliance et travailler tous ensemble. Et franchement, on a déjà tout. Je tiens à rappeler que le mec qui a inventé la virtualisation, c'est quand même un mec qui s'appelle Fabrice Bellard, le français. Enfin, la conception même à la base de la virtualisation, elle est française. Donc, on a les briques techno, on a un problème de commercialisation, de groupement des offres. Et pour ça, pour moi, il faut mettre de la commande publique ou de l'aide ou de la commande privée de façon à aider à mettre de l'huile dans les engrenages. C'est ce qu'on essaye de faire, notamment au sein d'Euclidia et de l'OIP, en fait. Merci pour la ressource. Je ne connaissais pas. Euclidia, donc on le note. Et puis, on verra pour envoyer aussi peut-être le lien dans le chat s'il y a un site web où on peut filer l'info à tout le monde. Ouais, je vous donne ça tout de suite. On va le chercher nous. En régie aussi. Et tu as une autre remarque ou un point à faire sur le propos de Quentin? Je vais peut-être compléter sur une partie où effectivement on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est lié, c'est autour de la partie sécurité. C'est-à-dire que le fait de prendre déjà du retard sur le logiciel, derrière, va s'accumuler aussi, la dépendance, la fébrilité face aux cyberattaques. Enfin, c'est ça qui vient s'accumuler derrière. Donc c'est la double sentence, quoi. C'est-à-dire que si on s'empare pas du sujet rapidement, moi j'ai auditionné lors d'un rapport pendant 6 mois une cinquantaine de personnes, d'experts sur le sujet. Et en fait, on se rend compte que même, par exemple, l'UGAP, qui est qui permet de centraliser les marchés publics, même l'UGAP propose des solutions américaines. C'est un peu gênant, quoi. Je peux vous parler du marché UGAP parce que c'est un sujet assez compliqué. L'UGAP dit, pour faire du cloud, on va passer par un marché qu'on appelle le marché Cercle 3, qui permettra aux gens d'acheter du cloud. Donc, c'est ça l'enjeu. Le marché sera centralisé auprès d'un prestataire qui va faire le broking entre les autres prestats. Ce prestataire choisi, grande surprise, c'est Capgemini. Soit. Donc, Capgemini retient 9 prestataires, donc tous les Américains, puis VH et Scaleway là-dedans. Ça fait 2 ans que j'essaye de rentrer dans le marché Cercle 3 du GAP. 2 ans où on me balade de réunion en réunion chez Capgemini, de machin, de Go. Enfin, je pense que vous imaginez même pas. Et imaginez la surprise quand j'apprends dans la presse que Capgemini est associé avec Orange et Microsoft pour créer Bleu. Là, attends, dire, mais qui a construit ce marché? Enfin, il est évident qu'on va avoir des problèmes. Donc, nous, on est toujours en négociation, on est des gentils petits chevaux et
et on fait notre négociation. Ça fait 2 ans qu'on négocie pour rentrer dans ce marché. Mais effectivement, c'est un des grands sujets et je vous remercie de le mettre en exergue dans une audition parlementaire. C'est un des sujets, c'est comment on fait pour que la commande publique puisse être achetée. Aujourd'hui, on est obligé de rentrer dans ce marché-là. Et qui est gatekeeper dans ce marché-là? Le plus gros partenaire de Microsoft en France. Ça, on devrait peut-être le changer. Enfin, on essaye de faire une proposition de loi sur le sujet. Et c'est bon, il y a une dimension européenne aussi, et donc qui n'est pas négligeable. C'est pas forcément évident, mais on pourrait faire déjà un premier pas en France. Ça marche. Dans le chat, on nous pose des questions, enfin, en tout cas sur le cloud de confiance. J'avoue que moi, j'ai pas les dernières infos et tout, mais grosso modo, si je relis, c'est qu'on a annoncé quelques étapes. Enfin, l'État a annoncé il y a quelques années la réalisation d'un cloud de confiance et qu'a priori, le prestataire retenu, pour l'instant, on en est à Microsoft ou AWS. On en est là. On en est là. OK. Bon, voilà. Dans le chat, on a à peu près les mêmes réflexions. En fait, ce qui est génial, c'est qu'il faut que vous imaginiez la puissance de lobbying des GAFAM dont on est en train de parler. On parle de millions dépensés. Et en fait, en quelques années, ils ont réussi à faire passer l'idée qu'il y avait un cloud souverain à un cloud de confiance. Ce qui est beau dans un cloud de confiance, c'est qu'il n'a plus besoin d'être souverain. Moi, j'ai rien, encore une fois, contre nos partenaires américains. C'est juste qu'à un moment, ils ne vivent pas ici et ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Et à un moment, l'école qu'on a besoin de financer avec nos impôts et les routes qu'on a besoin de financer, l'hôpital qu'on a besoin de financer, ils sont en France et qu'un salarié de la NSA ou qu'un salarié de Microsoft aux États-Unis n'en ait rien tamponné, c'est normal en fait. Et moi, ça ne me choque pas du tout. Par contre, ce qui me choque, c'est que les personnes se rendent compte que ces gens-là n'ont pas des intérêts systématiquement alignés avec nous. Et donc, il faut que sur ces marchés-là, on soit capable d'établir un rapport de force. Et ce qui est important, c'est de créer un rapport de force, pas d'être isolationniste, mais d'être capable de dire on a une autonomie stratégique, on a gardé des talents et des compétences, on a gardé une stratégie locale, on est capable de concevoir des produits nous aussi. Et donc, de se dire qu'à un moment donné, c'est un sujet qui est beaucoup trop important pour qu'on décide de juste complètement le supprimer. Et je pense que c'est là le cœur du sujet. C'est comment, dans un marché aussi structurel que la révolution industrielle de la prestation intellectuelle, on se dit, OK, c'est quand même un sujet sur lequel il faut qu'on ait une capacité souveraine de production pour établir un rapport de force. Eh bien, ça marche. J'ai plus de questions. Je pense que ce sera nos mots de conclusion. On a les armes maintenant. On sait, on connaît le diagnostic. Il n'y a plus qu'à y aller. Je pense que ça va quand même prendre du temps. En tout cas, je pense que chez Clever Cloud, vous vous battez fort pour faire avancer. Pas fort, et on a le plaisir d'avoir des clients dans plus de 120 pays. Donc c'est assez intéressant parce qu'en Europe, c'est un discours qu'on tient. Quand on est à l'étranger, c'est nous les envahisseurs. Donc c'est ça. On ne tient plus du tout ce discours-là. Et on continuera à se battre. Aujourd'hui, on a une très belle croissance et on continuera à avancer ces sujets-là. On a des sujets de souveraineté qu'on mène également sur les parties hardware, où notamment on travaille avec des entreprises comme Calray ou SigPearl à construire des capacités en interne. Et donc, c'est pour ça qu'on va continuer à projeter notre vision et construire. Ça marche. En tout cas, moi, je confirme que sur la partie hébergement, on pourrait être client Clever Cloud. C'est 100 fois, enfin, dans notre cas d'usage, c'est 100 fois plus simple qu'AWS. Et on a on a pas mal de services qui tournent dessus. C'est juste parfait, quoi. Et du coup, encore une fois, essayez les technologies européennes. Je ne vous dis pas de vous acheter parce qu'on est européen, je vous dis de nous essayer parce qu'on est européen. Ça marche. Merci beaucoup, Quentin. Merci. Merci.